Bonjour mes amis. Écoutez, avant de donner la parole à Geneviève Vialébine, j'aimerais vous la présenter. Geneviève Vialébine est analyste en libéral, co-responsable des groupes cliniques au séminaire psychanalytique de Paris, membre de l'APM, et elle assure la supervision du groupe clinique analytique hospitalier du docteur Guiliardi. Alors, nous nous sommes rencontrés avec Geneviève en 1986 à la Fondation des séminaires psychanalytiques de Paris que Nasio commençait. Depuis, on peut dire, Geneviève y est restée fidèle et elle assure le suivi des groupes cliniques. C'est dire que Geneviève est fidèle et constante, alors que moi-même, je dois dire que je n'ai cessé de vagabonder pour échapper à chaque fois aux conflits de pouvoir qui se passent dans les associations et qui parfois, si vous voulez, les démantèlent ou les structurent. Mais notre amitié, je dois dire, n'a jamais failli. J'ajouterais que chez Geneviève, l'amitié est une manière d'être, une éthique de la vie, comme le pensaient les Grecs, et pas seulement un lien affectif qui lie quelques personnes. C'est pour cela qu'elle-même échappe aux querelles intestines, par cette disposition particulière à accorder son écoute à ce qui peut faire lien et ouvrir la discussion. Je pense qu'elle protège ainsi sa liberté de penser et sa liberté d'être. Dans cette logique, on comprend sa participation active à l'APM. On retrouve cette qualité de simplicité et d'aisance amicale dans son écriture, qui lui donne une clarté qui ne cède jamais au simplisme. Au contraire, en s'attachant à éclaircir par exemple ce qu'est la cure psychanalytique dans sa spécificité, elle s'attaque aux concepts les plus ardus et nous montre comment elle les fait travailler, et aussi elle éclaircit pour nous ce qu'apporte chaque théoricien du mouvement psychanalytique. Pour moi donc, le travail de Geneviève Vialébine est un vrai travail de transmission. J'en veux pour preuve la quinzaine d'articles qu'elle a écrits dans des revues différentes, écriture directe ou suivi de colloques. Je vous en signale quelques-uns, bien sûr. Anorexie et boulimie, malaise du vide, malaise du rien, dans la revue de santé mentale en 1998. La folie à deux, les sœurs Papin, dans les grands cas de psychose aux éditions Payot en l'an 2000. La structure dans tous ses états, communication au colloque de l'APM en 2006, publié dans la revue de la clinique lacanienne aux éditions RS. Masochisme et pulsion de mort, les trois masochismes, in Kevoy, dans un numéro spécial sur le malaise pervers aux éditions L'Harmattan. Corps et langage, quand la parole prend corps, dans la revue de la clinique lacanienne, et aussi dans un article dans le livre collectif de l'APM, Qu'est-ce que le corps pour la psychanalyse en 2013. Qu'est-ce que la guérison, qui est en cours de publication, bien sûr, dans les éditions de l'APM. Alors, moi qui ai lu quand même, et l'ai beaucoup entendu et lu les trois quarts de ces articles, je peux dire que ces articles se confrontent au champ de la psychose et de la psychosomatique et analysent ce qui les noue et ce qui les distingue dans une définition, je dirais, dynamique du trauma qui cherche à montrer l'inscription spécifique du symptôme et à reconnaître les nœuds à défaire pour les nouer autrement dans, bien sûr, l'enjeu du transfert. La question du corps pour Geneviève y est, je dirais, primordiale.
Elle soutient d'ailleurs d'emblée l'impossibilité du dualisme corps-psyché dès lors que l'inconscient est l'objet de la psychanalyse et que le corps est corps pulsionnel. Son travail dans l'ensemble s'appuie sur la théorie lacanienne, et bien qu'elle ne fétichise pas, mais qu'elle développe en lien avec la théorie freudienne, en maintenant toujours l'articulation dialectique entre structure et pulsion, et en insistant sur la détermination de la place du conflit dans l'apparition du symptôme. Elle est, je dois ajouter, l'une des rares psychanalystes à insister sur la double forme, les deux composantes de la pulsion de mort, la forme, je dirais, mortifère, qui concerne la jouissance, et sa forme destructrice, positive, dans la mesure même où elle permet de se séparer de cette forme mortifère. Elle rappelle ainsi que Lacan, suivant bien sûr Freud, je le rappelle, met la pulsion de mort au centre de la possibilité de l'inscription du symbolique, en réaffirmant l'existence d'un masochisme primordial, condition de l'émergence du sujet du langage. Je le rappelle et j'y insiste parce que la résistance est toujours active parmi les psychanalystes quant à la thèse de l'existence de la pulsion de mort, et les psychanalystes ont toujours tendance à travailler contre elle au lieu de travailler avec elle. Ce que justement ne fait pas Geneviève Bialévi, puisqu'elle utilise ces deux formes. Elle nous montre ainsi comment les concepts lacaniens lui permettent de s'orienter dans la cure et nous les rend ainsi intégrables et plus concrets quand on sait la difficulté de ces concepts. Ainsi, par exemple, la relation du réel, de l'imaginaire et du symbolique, qui nous permet de déterminer la différence entre besoin, désir et demande, et d'y articuler la question de la forclusion du nom du père, qu'elle travaille dès 1998 et qu'elle essaie d'enrichir avec la problématique de la forclusion locale que Nasio introduit et qui permet de penser les accès psychotiques au sein même des structures névrotiques. Elle nous montre que la théorie lacanienne permet de rester attentif à la question du fantasme inconscient dont le symptôme relève, et derrière le fantasme, la question de la jouissance et le refoulement originaire. La cure psychanalytique a pour but, nous dit-elle, de traiter le réel, c'est-à-dire le noyau de jouissance par le symbolique, c'est-à-dire de permettre aux patients d'échanger les leurs fantasmatiques contre les incertitudes de l'avancée dans l'inconnu. En cela, je dirais, le geste du nouage au symbolique qui fait tenir les trois ronds du RIS, réel, imaginaire et symbolique, au quatrième présentifiant la mort, c'est-à-dire la castration, s'oppose à la complétude rêvée par l'idéologie moderniste qui est bien sûr la face mortifère de la pulsion de mort. Voilà, je passe donc la parole à Geneviève Bialévi. Merci Nicole Edith. Là, il faut que je prenne ça. Bonsoir. Alors, ce soir, je me propose de vous faire voyager dans le temps, puisque le cas que je souhaite travailler avec vous date de plus d'un demi-siècle. Si j'ai eu envie d'en parler ce soir, c'est que d'abord il trouve sa place toute naturelle dans notre cycle de conférences sur la forclusion, et ensuite qu'il occupe une place décisive dans la trajectoire du jeune Lacan. En effet, de même que ce sont les hystériques qui ont fait de Freud le fondateur de la psychanalyse, de même ce sont les folies de femmes qui ont précipité le jeune psychiatre Lacan dans la psychanalyse. Et nous savons d'ailleurs les développements ultérieurs
qui donnera à la Werwolf inachevée de Freud. Enseigné par Aimé, qu'il rencontrera à l'infirmerie de Sainte-Anne, et par ses sœurs en psychose, les sœurs Papin, qu'il ne rencontrera pas, mais que leur passage à l'acte interpellera, il fera son entrée dans le monde analytique par un court article paru en décembre 1933 dans la revue surréaliste Le Minotaure, intitulé « Les motifs du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin ». Alors, l'importance de ce très court article, paru à chaud, puisqu'il a paru 2 mois après le procès, tient une position charnière qu'il occupe dans la théorie lacanienne entre la thèse de Lacan, la thèse de médecine de Lacan sur la paranoïa d'autopunition, thèse dont l'encre sèche encore, et son invention de 1936 du stade du miroir. Position charnière qui ouvrira le long chemin qui va l'amener à mettre en place et préciser les catégories du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Alors, c'est un voyage dans le temps aussi, pour moi, puisque c'est un travail ancien, publié en 2000, mais démarré bien avant, je pense en 1998, qui était le produit de longs mois de recherche d'archives, partagé avec mon collègue et ami Aaron Coriat, sur les minutes du procès, les enquêtes de police, les journaux de l'époque, les correspondances nous amenant à travailler au plus près des textes, des écrits et surtout des mots des protagonistes de ce drame afin d'en donner notre propre lecture. Alors c'est donc une lecture revisitée de ce qui a travaillé en moi depuis dans l'après-coup que je propose à la discussion et dont le fil conducteur est contenu dans l'argument introducteur à notre soirée. Nous sommes donc le jeudi 2 février 1933 dans la ville du Mans, préfecture de la Sarthe. Il est environ 20 heures. La police municipale, appelée chez René Lancelin, qui ne parvient pas à rentrer chez lui, force le domicile de l'ancien avoué, découvre au premier étage Madame Lancelin et sa fille, assassinées, leurs corps affreusement mutilés, leurs yeux arrachés de leurs orbites. Au deuxième étage, réfugiés au fond de leur lit et collés l'une à l'autre, les 2 domestiques modèles au service des Lancelin depuis 6 ans, Christine et Léa Papin, avouent sans difficulté avoir commis le double crime de leur patronne irréprochable à leur dire, seul un incident mineur autour d'un fer à repasser détraqué, d'un plomb sauté, semble avoir déclenché le sanglant carnage. Il est environ 20 heures et la grande maison est plongée dans l'obscurité. Cette information, parue à la une du journal local La Sarthe, ouvrait par conséquent l'affaire Papin. Les coupables sont donc connus, leurs aveux sans ambiguïté, les armes du crime étalées à la vue. Tout semble donc simple et l'affaire entendue, classée si vite qu'elle fera l'objet de la plus grande bévue consensuelle des trois psychiatres experts requis pour les examiner, qui les déclarèrent entièrement responsables de leur acte, suivis par la justice, qui, forte de cet avis, les condamnera, l'une Christine à la peine de mort et Léa aux travaux forcés. Tout semble simple, par conséquent, et pourtant quelque chose cloche. Ce quelque chose qui cloche, c'est la démesure entre la futilité du motif de rien, et l'énormité du carnage. La démesure entre ce crime insensé, inouï, et la vie quotidienne immensément et exemplairement banale et lisse des protagonistes de ce drame. Cet écart ne cesse d'interroger, de faire énigme, de nourrir le mystère. C'est cette opacité même qui sera au ressort d'innombrables créations littéraires, cinématographiques, de la mise en place de toute une iconographie,
chacun, bien sûr, compte tenu de cette opacité, donnant au crime la couleur propre à soutenir sa doctrine ou son fantasme. De la chanson populaire aux bonnes de Genet, de Simone de Beauvoir aux surréalistes Éluard et Benjamin Péret, de Man Ray à Lacan et à nos fictions contemporaines, je pense à Chabrol et je pense à Pierre-Henri Denis, mais il y en a d'autres et je ne les ai pas toutes citées. Bref, cette énigme ne cesse d'interroger et ne cesse de s'écrire. Alors, pour tenter de pénétrer ce mystère, je vous propose d'abord une analyse structurale de l'acte meurtrier et de la dynamique qui sous-tend ce passage à l'acte, qui est réglée par un jeu de signifiants. Et puis ensuite de son effet d'après-coup, qui sans être résolutif, va toutefois disjoindre le sort des deux sœurs. Alors dans l'acte meurtrier, c'est important parce qu'on a là sous les yeux la possibilité d'analyser ce qu'est un passage à l'acte. Et par conséquent, je pense que les 5 points qui méritent d'être retenus valent pour tout passage à l'acte. Alors, les 5 points qui méritent d'être retenus, c'est premièrement sa soudaineté, deuxièmement l'apparente futilité du motif, troisièmement sa violence et sa férocité, quatrièmement sa rigueur, et, alors là c'est particulier au Sieur Papin bien sûr, la symétrie des protagonistes. Il est autour de 19h, ce soir de février, ces dames Lancelin reviennent d'une vente de charité où elles ont fait quelques menus emplettes qu'elles viennent déposer chez elles avant de repartir dîner en ville. Elles sont attaquées au moment où elles rentrent chez elles, leurs chapeaux, leurs sacs à main, les menus paquets éparpillés jonchant le sol autour de leurs cadavres, témoignent de la soudaineté de l'attaque. Elles n'ont pas eu le temps de les ranger et les mains de Madame Lancelin sont encore gantées. L'absence de toute blessure, voire d'égratignure sur Léa et Christine, nous assure qu'il n'y a pas eu de combat. Les victimes n'ont pu ni se défendre ni parer à l'attaque. Il s'agit donc d'une attaque portée d'emblée au paroxysme de la fureur. Horrible carnage, horreur que ses yeux arrachés à vif sur des victimes vivantes, métaphore la plus usée de la haine, mais pour Christine et Léa, point de métaphore, le « je t'arracherai les yeux », c'est au pied de la lettre, dans sa pure littéralité qu'elle l'exécute. C'est Christine, l'aînée, nous le savons, qui a accompli la plus grande partie, qui a donné l'assaut et accompli la plus grande partie de la besogne. Léa suit et se contente de l'imiter. D'où ces 2 filles pâles et frêles ont-elles donc tiré cette force diabolique? D'où le moi tire-t-il cette énergie qu'il met au service de la réalité? S'interrogeait déjà Freud en son temps, en 1914, alors qu'il mettait en place pour introduire le narcissisme. Il semble que ce soit en effet, nous le verrons au cours du récit, que ce soit la passion narcissique qui ait armé leurs bras. Léa, certes, a mis la main à la pâte aussi, mais c'est elle qui, post-mortem, les victimes ayant cessé de vivre, lardera de profonds coups de couteau leurs fesses, leurs cuisses, entailles profondes que Léa nomme enciselures et qui ne sont pas sans rappeler celles opérées en cuisine sur les pains et les rots pour en assurer la juste cuisson. Sadisme, humour macabre, signature de l'acte, comme en laissent parfois les criminels sur le lieu de leurs méfaits. Pour moi, je retiens une autre hypothèse. Je pense qu'il s'agit d'une curiosité sacrilège qui les pousse à traquer dans les blessures béantes de leurs victimes ce que Christine devait appeler plus tard, dans son innocence, le mystère de la vie. Et encore plus loin, elle dira « J'y cherchais quelque chose dont la possession m'aurait rendue plus forte. » Acharnement donc et férocité plus grande encore, dès lors que n'ayant aucunement prémédité leur crime, elles se saisiront pour l'accomplir de ce qui se trouve à leur portée,
un pot d'étain trouvé par terre, écrasé de tant de coups porte assénés, un marteau, leur meilleur couteau de cuisine, leurs outils de travail en somme. Leur forfait terminé et leur victime ainsi parée, elles vont laver leurs outils de travail, se laver elles-mêmes, se défaire de leurs vêtements ensanglantés, et quand tout est enfin rangé et elles enfin dégrisées, elles ont ce mot échangé entre elles, c'est du propre. Et puis viendra leur aveu sans réticence. C'est Christine qui dira « Mon crime est si grand pour que je dise ce qui est ». Et puis plus rien, aucune justification. Au contraire, elles répéteront sans cesse et jusqu'au bout que leur maîtresse était irréprochable, la meilleure qu'elles aient jamais connue. Tout leur dire, impossible à dire, est là ramassé dans cet acte où tout a été dit. Enfin, un dernier point encore qui est la symétrie des protagonistes de ce drame. Au couple des patronnes répond le couple des deux bonnes. Au couple mère-fille des Lancelin répond le couple Christine-Léa, qui sont certes sœurs, mais dont la nature profonde du lien est devenue, au fil des années, au fil du temps, un lien de mère à fille. Symétrie, réversibilité des deux couples si bien mise en lumière par cette phrase de Christine, « Je préfère avoir eu la peau de nos patronnes plutôt qu'elles aient eu la nôtre. » Et plus loin encore, « Comme en tombant, elle m'a envoyé un coup de pied, je l'ai sectionné pour me venger du coup qu'elle m'avait donné. » Nous nous trouvons là, dans un jeu de miroir, où l'autre c'est moi et moi c'est l'autre, et dans un monde d'images. Cette formation de couple de femmes est un point capital pour notre propos, car elle est la matrice de toutes les relations dans la famille Papin. Ce mode de fonctionnement sera constant chez Léa et Christine, qui, par-delà des combinaisons diverses, ne connaîtront comme mode de relation à l'autre que la cellule formée par deux femmes appariées, se suffisant à elles-mêmes. Alors, qui étaient donc les sœurs Papin? À cette question, je serais tentée de répondre qu'elles étaient filles de Clémence, leur mère, et objet exclusif de son appartenance. Dans nos enquêtes, le père n'apparaîtra jamais, ni au procès, ni dans les correspondances échangées. Jamais nous ne le rencontrerons, sinon en creux, dans ces paroles de Christine, « Mon père, j'ai passé ma vie à l'attendre ». Alors, étrange fonctionnement en effet que celui de cette mère qui n'élèvera ni Christine ni Léa, mais les déplacera à son gré tout au long de leur enfance et de leur adolescence, et ce, jusqu'à leur entrée chez les Lancelin. Écoutez plutôt. Christine n'a que 28 jours quand Clémence, sa mère, la confie à Isabelle, une de ses belles-sœurs célibataires. Christine vivra auprès d'Isabelle 7 années de jours paisibles et heureux, dont Clémence interrompra le cours pour la reprendre et la placer aussitôt à l'institution du Bon Pasteur avec Emilia, sa fille aînée. Oui, les sœurs Papin étaient 3 et non 2. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est donc entre les hauts murs du Bon Pasteur, mais sous le regard bienveillant et protecteur d'Emilia, qui très vite va prendre le voile, que Christine passera 8 années pendant lesquelles elle apprendra à coudre, à travailler et à obéir. Christine a 15 ans, quand Clémence vient la reprendre dans l'urgence et l'affolement. Clémence, sa mère, à qui Christine vient de faire part de son désir de suivre la voie tracée par sa sœur aînée Emilia, c'est-à-dire de prendre à son tour le voile, encouragée qu'elle est dans cette vocation par les religieuses du Bon Pasteur. Pour Clémence, ça détrompe. Après Emilia, sa deuxième fille, Christine, lui serait donc à son tour prise, dérobée, raptée par une puissance obscure et plus forte que la sienne, elle, Clémence. Elle vient donc reprendre Christine avant qu'il ne soit trop tard, quand il est encore temps
de revendiquer ses droits sur elle. Christine est maintenant en âge de travailler, de gagner de l'argent, elle va donc la placer, et pendant plusieurs années encore, elle déplacera Christine de maison en maison. Bientôt ce sera le tour de Léa, dont le schéma d'enfance est en tout point semblable à celui de Christine. Alors, une question se pose à ce point de notre propos, qui est une question cruciale pour nous. Pourquoi Clémence place-t-elle, reprend-elle, replace-t-elle, puis reprend-elle à nouveau l'une ou l'autre de ses filles? Nous comprenons qu'il s'agit là de s'assurer sans cesse de sa maîtrise sur ses filles, de son droit de regard sur elles, de les avoir à l'œil, en toutes circonstances. Elle qui doit lui demeurer en toutes circonstances soumise. C'est la propre expression de Clémence. Mes filles doivent me rester en toutes circonstances soumises. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer. En réalité, ce sont 2 lettres écrites par Clémence à ses 2 filles en février et mars 1931, soit 2 ans presque jour pour jour avant le crime et 2 ans après la rupture soudaine, totale, sans mots et sans motif des filles avec leur mère. Ce sont donc ces 2 lettres qui nous livrent sans doute au plus près le mécanisme qui est à l'œuvre chez Clémence et qui est à proprement parler délirant. Il s'agit dans ces lettres de jalousie qui serait sur elle, Clémence, et sur ses filles. Je cite, « Il y a de la jalousie sur vous et sur moi », écrit-elle textuellement. Il s'agit aussi de persécution. On la persécuterait, elle, Clémence, à travers ses filles. Il s'agit d'un persécuteur non identifié, désigné par un « on » impersonnel. Je cite encore, « On va vous faire tomber pour être les maîtres de vous. On fera ce que l'on voudra de vous. Partez, ne vous laissez pas faire. Luttez jusqu'au bout ou vous ne serez plus vos maîtresses. » Ces lettres témoignent d'un état de tension, d'un état d'urgence, urgence à échapper à ce on persécutif. C'est d'un complot qu'il s'agit, un complot où les employeurs se feraient les complices de Dieu pour opérer en toute impunité le rapt d'enfants dont il est question ici. 2 lettres donc qui sont de véritables pièces à conviction, paradigme de la connaissance paranoïaque, où c'est son propre fonctionnement à elle, Clémence, avec ses filles, qui, totalement méconnu d'elle en tant qu'il l'anime, est prêté à l'autre, projeté sur ce on, monstre anonyme, dévoreur d'enfants, qui d'être anonyme est évidemment partout, puisque c'est d'elle, même Clémence, qu'il s'agit. On croit avoir des amis, et ce sont de grands ennemis, écrit-elle encore. Mais essayons de laisser Clémence là pour l'instant, nous la retrouverons. Essayons toutefois de rejoindre Christine et Léa chez les Lancelin. C'est Clémence, toujours Clémence, qui place Christine. Elle a alors 22 ans, et Christine, depuis sa séparation d'avec sa sœur aînée Emilia, garde la nostalgie de cet amour scellé au bon pasteur. Et elle a investi maintenant toute son affection sur sa petite sœur Léa, qui a alors 16 ans. Christine veut la voir toujours auprès d'elle, si bien qu'au bout de quelques semaines, elle demande à Madame Lancelin de l'engager pour l'assister, pour l'aider dans les besognes ménagères. Madame Lancelin accepte, ravie. Christine sera cuisinière et gouvernante, Léa sera femme de chambre. Les règles en vigueur dans la maison sont posées dès l'embauche et énoncées par Madame. C'est Madame seule qui s'occupe des domestiques, donne les ordres et formule les observations nécessaires à la bonne marche du service. Son interlocuteur est Christine, qui, elle, transmet à Léa. Aucune familiarité entre la classe des domestiques et celle des maîtres. D'un groupe à l'autre, on ne se parle pas. Telles sont les règles de la maison, règles qui conviennent parfaitement à Christine, dont le caractère farouche et hautain s'accommode mal de toute familiarité. Et puis, elle a sa Léa avec elle, et Léa acquiesce. Bien nourrie,
bien logées, bien traitées, elles vont être là ce qu'elles ont toujours été, des domestiques parfaites, honnêtes, connaissant parfaitement leur service. En silence, comme au couvent, elles travaillent dur toute la journée, disposant d'une heure ou deux dans l'après-midi pour se reposer et se retirer dans leur chambre. Ne demandant jamais d'autorisation de sortie, leur vraie sortie est la messe de 8 heures le dimanche, où elles se rendent gantées et chapeautées, mises avec une élégance certaine, comme des dames. D'une hauteur distante avec tous, mais polies et déférentes, elles sont et resteront jusqu'au bout de vraies perles, enviées au lance-linge par tous leurs amis, des employées, des servantes modèles. Alors, servantes modèles, certes, mais néanmoins servantes étranges, servantes mystères. Il y a d'abord cette affection exclusive qui les lie l'une à l'autre. En 6 ans de vie chez les Lancelin, elles n'ébaucheront jamais le moindre début de rencontre avec un quelconque garçon, pas davantage avec les jeunes domestiques de leur âge, employés dans les maisons voisines, pas davantage avec les commerçants qui, n'arrivant pas à leur faire placer 2 mots, les trouvent un petit peu bizarres. Jamais au bal, jamais au cinéma, inséparables, leur vraie joie est de se retrouver dans leur chambre, notre chez nous, comme elles aimaient à le dire, retirées ainsi dans un peureux et délicieux enfermement, hors du monde, hors du temps. Que font-elles? Eh bien, elles brodent. Elles ne cessent de broder. Elles brodent leur trousseau, un trousseau luxueux, digne des filles les mieux dotées de la ville. Bonheur à deux, complétude narcissique, monde clos où chacune est pour l'autre la totalité de l'univers, partageant tout dans une transparence totale, le travail, le repos, les loisirs, les craintes, les appréhensions, les blessures, Clémence, Madame, et plus tard, la responsabilité égale du crime. On a beaucoup parlé à leur propos, les psychiatres comme les commentateurs, d'âmes siamoises, de couples psychiques. Mais ceci mérite d'être précisé, parce que le lien est toujours dissymétrique. De Christine à Léa, c'est Christine qui protège, qui instruit, qui commande, qui gâte, qui console, et Léa qui se laisse aimer. Nous n'avons pas affaire à 2 êtres totalement identiques, mais plutôt au vêtement et à sa doublure, à l'original et à sa copie, à la voix et à son écho. Alors, autre trait étrange, plus inquiétant encore qu'étrange, est leur susceptibilité ombrageuse, surtout Christine, à toute forme de reproche ou d'observation. Ce mot d'observation, qui renvoie au regard, au fait d'être épié, est ici un signifiant majeur qui circulera jusqu'au bout de la mère à la fille, renforçant le transfert imaginaire de l'une à l'autre. Christine, surtout, dont la nature farouche et hautaine n'admet aucune observation, pas plus de Clémence, sa mère, qui la n'abreuvait, que d'une quelconque patronne. Toute observation lui est proprement intolérable, blessure narcissique, vécue comme persécutive, comportant immanquablement, pour elle, une supposée jouissance de l'autre à l'humilier. Aussi, son faire sera parfait, jamais pris en défaut. L'adéquation parfaite de la consigne donnée à son exécution, son inépuisable application à la tâche, sont pour Christine le rempart qui tient en laisse le monstre persécutif. Ce monstre persécutif qui fait monter en elle une tension agressive dont la poussée risque de la dépasser et de la submerger. Christine n'a-t-elle pas, un jour où Madame Lancelin avait pincé des 2 doigts la manche de Léa, la faisant s'agenouiller par terre pour ramasser un papier échappé au ménage, Christine n'a-t-elle pas alors, les joues en feu, le souffle court,
dans un moment de fureur qui terrorisa Léa, malmenait les ronds de fond de la cuisinière dans un bruit effroyable, et Christine et Léa menaçant en écho qu'elle ne recommence jamais. Oui, leur sensibilité à la moindre observation est à fleur de peau, inéluctable, extrême. Mais les bruits et la fureur des cuisines ne parviennent jamais jusqu'au bureau où au boudoir où Madame aime à se tenir pour savourer le confort douillet de sa maison. Alors, 3 événements vont traverser la surface lisse de cette existence, 3 événements qui, comme un drame en 3 actes, vont se tisser ensemble et se dénouer au soir tragique du 2 février. Madame Lancelin, touchée par le sérieux, l'application de ces bonnes, va déroger à la règle de neutralité posée par elle au départ. Elle va intervenir afin que Christine et Léa gardent désormais par devers elles l'intégralité de leurs gages sur lesquels leur mère faisait depuis toujours main basse. Événement de la plus grande importance, car dès lors, Madame Lancelin apparaît alors sous un jour nouveau. Elle n'est plus simplement une patronne, mais une femme qui se soucie du bonheur et du bien-être de ses employés. Léa et Christine reçoivent ce geste comme un geste d'affection, instaurant entre elle et Madame Lancelin un lien de notre ordre. Lien maternel, visage pacifié, civilisé de la maternité, contrastant tellement avec celui possessif, revendiquant et jaloux de leur mère. Elle est si bonne, madame, et d'ailleurs, ne l'appelle-t-elle pas désormais dans le secret de leur confidence, maman? Sous l'aile pacifiante de cette nouvelle mère, Christine peut se sentir enfin un peu à l'abri, et elle va lui donner, à cette bonne mère, elle va lui donner à voir, en miroir, la manière dont elle prend soin elle-même de Léa. Se réparer au travers de Léa permet à Christine d'occuper une identité qui tienne sous le regard de Madame Lancelin. Alors évidemment, ce regard est d'une importance capitale. C'est lui qui soutient toute la scène, stabilisation certaine, recours pour se soustraire à la persécution, mais recours combien fragile, puisque cette stabilité va dépendre de ce que Christine lira dans ce regard. Il ne doit en aucun cas y avoir la moindre faille, la moindre ombre qui vienne faire choir Christine de sa position de mère aimante. Or, nous avons déjà vu l'extrême sensibilité de Christine à la moindre observation, et son état d'alerte permanent apparaît tout signe de reproche qui pourrait représenter une menace. Le deuxième événement sera la rupture ultérieure de Léa et Christine avec leur mère. Rupture soudaine, définitive, sans motif sérieux, apparent, sans dispute et sans mots, un dimanche d'octobre, et elles l'appelleront désormais Madame ou cette femme. Clémence, interrogée sur l'événement, déclarera « Je n'ai jamais su pour quel motif mes filles ne voulaient plus me voir ». Léa et Christine, interrogées à leur tour, évoqueront les observations de Clémence qui les indisposaient. Encore le mot « observation », nous sommes là décidément au cœur du miroir des mots, du miroir des êtres, du miroir des passions, déplacées les unes sur les autres. Désormais, Clémence mise hors jeu, c'est Madame Lancelin qui occupe alors tout l'espace maternel, qui se réduit dès lors à l'enclos de la maison Lancelin, resserrant l'étau persécutif, et d'ailleurs la tension monte dans la maison, le caractère des deux sœurs se fait plus sombre et plus taciturne, elles se replient plus encore sur elles-mêmes et n'adressent plus la parole à personne. La situation devient explosive. C'est cette tension accrue qui va amener les deux sœurs n'y tenant plus à la mairie du Mans, où le troisième acte va se jouer. Elles s'y rendent un jour du mois d'août, alors que les Lancelins sont absents, partis en vacances. Cette absence a toute son importance,
car c'est le regard, nous nous souvenons, c'est le regard de Madame Lancelin qui soutenait toute la scène mise en place par Christine. Scène qu'on pourrait appeler la prise en charge convenable d'un enfant. L'enjeu de cette mise en scène, de ce montage, nous l'avons noté, était l'ultime recours pour se soustraire à la persécution qui devenait chaque jour plus oppressante. Or, en ces temps de vacances, ce regard est absent et surtout, Christine étant privée de ses repères imaginaires, on peut supposer qu'elle s'est sentie en immense danger, un très grand danger, et est tentée alors d'en appeler à une autre loi que la loi maternelle. Ce qu'elle avait déjà tenté, rappelez-vous, quand elle était au Bon Pasteur, puisqu'elle avait essayé de passer sous la loi de Dieu ou sous la loi de l'Église. Par conséquent, se sentant en grand danger, Christine va tenter d'en appeler à une autre loi que la loi maternelle. C'est donc dans un état de tension et de surexcitation extrême que Christine présente au maire sa requête, faire émanciper Léa. En libérant sa cadette de celle qui les soumet, leur mère, c'est elle-même Christine qui cherche à s'en libérer. En sollicitant une émancipation du maire, c'est de sa mère qu'elle l'implore. Nous savons qu'en l'absence du nom du père qui vienne pacifier l'espace maternel, cet espace est éminemment persécuteur. Espace persécuteur auquel Christine tente d'échapper. Mais à cause du télescopage des deux signifiants, mère et mère, sa demande devient indicible et inaudible. Démarche confuse et embrouillée, au cours de laquelle elles évoqueront une supposée séquestration, réitérant dans le même temps et avec force leur désir de rester ensemble chez les Lancelin, où elles se trouvent fort bien. Le maire est évidemment perplexe et interloqué, puisque tout cela n'a ni tête ni queue, et il les adresse sur le champ au commissariat central, et là, elles se disent persécutées. Ces mots sont textuellement cela, persécutées par le maire, qui, au lieu de les défendre, les persécute. Mère, qui, au lieu de les défendre, les persécute. Bref, l'alerte fut si chaude que le commissaire fait appeler M. Lancelin à son retour de vacances pour le mettre en garde. Ces filles-là sont piquées, leur dira-t-il. René Lancelin fait la sourde oreille et oublie même l'avertissement. Il l'oublie jusqu'au soir où un fer détraqué qui fait sauter les plombs, plongeant la grande maison dans la pénombre et Christine et Léa dans le désarroi, une supposée observation, un éclair d'humeur dans les yeux de cette mère et de cette fille, image de ces deux corps assemblés qui leur font face, de regards dans lesquels elles lisent quelque chose de terrible, bonnes à rien, bonnes de rien. Faire taire ces regards, ne plus voir ces regards qui les renvoient aux ténèbres, leurs propres ténèbres, tout va basculer et l'orgie sanglante se déchaîner. Nier en tant que sujet, renvoyer au rien de son être, la mise en mouvement de la pulsion criminelle apparaît comme une tentative de reprise de consistance de l'être. Christine a agi comme inconsciente de ses actes, absente de la scène, éjectée en effet par ce qu'elle a lu ou cru lire dans le regard de Madame Lancelin, et ce qui nous confirme dans la conviction que ce bon à rien qu'elle a cru lire a effectivement retenti comme une sentence de mort, c'est que plus tard, pendant son séjour en prison, Christine va elle-même faire sien ce signifiant « Je suis bonne à rien, je dois mourir, c'est inutile de me nourrir ». Bon, je ne reviendrai pas sur le passage à l'acte criminel lui-même, mais seulement sur son effet de coupure après coup qui va disloquer le couple Léa-Christine et trancher leur enfermement narcissique et mortel, mais dans un deuxième temps, les conséquences tragiques pour Christine, puisque va s'ouvrir le gouffre de la forclusion pour elle,
et Christine va être précipitée dans la folie. Mises en prison après leurs aveux, elles sont incarcérées au lendemain du crime et isolées l'une de l'autre. Certes, pendant les toutes premières semaines de leur isolement, les déclarations de Christine et Léa ne cesseront jamais d'être des répliques, au sens des copies les unes des autres, ce qui fera écrire aux experts et commentateurs, à lire leurs dépositions, on croirait lire double. Mais à partir du mois d'avril, ce sont les crises de Christine qui vont occuper le devant de la scène. Crises dont l'objet, le centre, est Léa. C'est à grands cris qu'elle hurle, qu'on lui donne Léa, qu'on lui amène Léa. Crise d'une violence extrême qui nécessiteront à plusieurs reprises l'emploi de la camisole de force. Crise enfin, et ça c'est très important, qui par bien des traits apparaissent comme répétition exacte de l'acte criminel. Même degré de surexcitation, même tentative réitérée de s'arracher les yeux ou d'arracher les yeux de ceux ou celles supposés la séparer de Léa, ceux de la gardienne, ceux même de son avocate qui n'a cessé de lui témoigner une très affectueuse attention. Même exhibition érotique, relevant haut les jupes avec des mots obscènes, mordant qui l'approche, se jetant contre les murs et les fenêtres, refusant ce réel qui la sépare de Léa. Revoir Léa est alors sa seule demande, et c'est tendu vers ce but qu'elle fait la grève de la faim, la grève du sommeil et la grève de l'interrogatoire. Revoir Léa, par conséquent, et puis, un jour du mois de juillet, elle a une hallucination. Léa, pendue à un arbre, les jambes coupées. Hallucination de la plus haute importance, puisqu'elle sera le tournant décisif qui déconnectera définitivement Christine de la réalité et qui mérite à ce titre que nous nous y arrêtions. Nous savons que toute hallucination est hallucination du corps propre et qu'elle est l'apparition dans le réel de ce qui n'a pu advenir au symbolique. Autrement dit, c'est un élément majeur de la constitution du sujet qui surgit au dehors parce qu'il n'a pas pu s'inscrire dans la chaîne signifiante, dans l'ordre symbolique du sujet. Cet élément fondamental qui fait défaut, qui n'a pu être symbolisé, c'est la castration. Et c'est bien la question terrible qui s'ouvre pour Christine, la représentation d'un corps mutilé, le corps de Léa, c'est-à-dire le sien propre, est intolérable. Puisque face à cette représentation, elle n'a pas de réponse, puisqu'il s'agit d'intégrer une donnée qui n'a pas de place dans son organisation psychique. Le père symbolique, qui seul peut assurer la barre de la castration, a fait défaut. Terrifiée, affolée, Christine finit, quand je dis affolée, c'est un peu bas, hein. Elle est vraiment terrifiée, Christine. Finit par croire que revoir sa cadette suffirait à démentir l'horreur de cette image qui s'impose à elle, horreur telle qu'elle tente de s'arracher les yeux pour s'en protéger, se protéger du caractère imposé de l'image hallucinatoire. Contrevenant à toute consigne, une gardienne attendrie lui amène Léa. Quand Christine la voit, elle se précipite sur elle, la prend, la serre dans ses bras au point de l'étouffer. Léa défaille, Christine l'assoit au bord de son lit, enlève sa chemise avec des yeux effrayants dans un état d'exaltation croissante, le souffle court, elle supplie, Léa, dis-moi oui. Léa suffoque et se débat, essaie d'échapper à cette fureur. Le gardien-chef devra les séparer et ligoter Christine, mais la présence réelle de Léa ne peut plus désormais parer au gouffre béant qui s'est désormais ouvert devant elle, devant Christine. Quelle ombre, quelle image, quelle marionnette de son théâtre Christine a-t-elle étreint cette nuit-là? Ce que nous savons en tout cas, c'est qu'après cette étreinte-là, qui sera la dernière, Christine bascule dans une méconnaissance totale de Léa. Jamais plus elle ne la réclamera,
Jamais plus elle ne prononcera son nom jusqu'à sa mort. En même temps que se produit le cataclysme imaginaire et le déchaînement de la folie. Elle demande alors des nouvelles des dames Lancelin, qu'elle croit vivantes. Elle demande des nouvelles de son propre mari et de son enfant. En même temps, se met en place chez Christine un délire mystique qui l'occupera désormais. Délire mystique dans lequel force est de voir la tentative ratée de mise en place du nom du Père qui n'a pu s'inscrire. Figurant à son propre procès, dans une indifférence et une absence radicale, c'est à genoux qu'elle accueillera le verdict qui la condamne à mort et à la tête tranchée. Elle ne formulera aucune demande qui viserait à la soustraire à son destin, refusant de signer tout pourvoi en appel ou en cassation et refusant toute demande de grâce, à signer toute demande de grâce. C'est désormais entre les mains de Dieu, du Dieu d'Emilia, qu'elle remet son sort. Muette et pétrifiée, elle sombre dès lors dans un mutisme dont elle ne sortira pas. Mais là encore, nous devons constater une tentative ratée, là encore, de faire tenir du Père. Car ce Dieu ne peut servir de véritable suppléance en l'absence d'un délire élaboré, formulé, systématisé, comme celui qui a soutenu Schreiber et l'a conduit vers la guérison. Il semble qu'on ait affaire là à des gestes stéréotypés, prêt à porter, agenouillement, signe de croix, trace avec la langue sur le sol, sur les murs, sur les placards, adressés à quelques dieux de pacotille, j'ai envie de dire, ou quelques dieux obscurs. Si bien qu'on peut dire, on peut à peine parler de délire, on peut à peine parler de délire. Et par conséquent, un délire qui ne se formule pas, ne remplit pas sa fonction qui est celle de la guérison, enfin, ou en tout cas d'un chemin vers la guérison. Alors, à défaut d'une castration symbolique, c'est donc tout son corps de chair qui va être voué à la mort. Toutes les fonctions vitales de son organisme seront successivement en effet atteintes. Elle aura de la tachycardie, elle aura des problèmes osseux, elle aura des problèmes respiratoires. Enfin, Christine meurt le 18 mai 1937, non sur l'échafaud, mais à l'infirmerie de la maison centrale de Rennes, de cachexie vésanique. C'est ainsi qu'est signé le certificat de décès. Léa, elle, condamnée à 10 ans de travaux forcés, sortira de prison après une conduite exemplaire en 1943 et fera retour à sa mère Clémence, avec laquelle elle vivra jusqu'à la fin de ses jours. Elle mourra en 1982, ce qui signifie que ce n'est pas le régime de la prison qui fait mourir. Hein. Je veux dire que pour Christine, toute la question est posée de ce corps qui chute. Alors, par conséquent, telle est l'histoire des sœurs Papin, fille de Clémence. Emilia sera pour Dieu, Christine pour la folie, et Léa pour Clémence, sa mère. Alors là, il ne s'agit que d'un récit. J'ai fait un récit avec les éléments que nous avons pu toucher et que nous avons pu avoir entre les mains et atteindre, mais au terme de ce récit, peut-être quelques commentaires s'imposent. Quand le nom du Père n'a pu s'inscrire, c'est une identité imaginaire qui va donner consistance au sujet, et la signification phallique faisant défaut, le sujet se trouve contraint à chercher un précaire appui dans le champ des images. J'ai essayé de rendre sensible ce mimétisme à l'œuvre chez les sœurs Papin à l'égard de leur maîtresse. Vous vous rappelez la réciprocité imaginaire des coups. Quand Christine dit « je préfère avoir la peau de mes patronnes plutôt qu'elles aient eu la nôtre hein », alors que les patronnes n'ont jamais menacé leur vie. Même tenue gantée et chapeautée, même trousseau bourgeois, on voit bien qu'il y a là un mimétisme à l'œuvre, non lesté par le symbolique, le moi reste flou et instable, captive des images spéculaires et de leur ambivalence, grosse d'agressivité,
de projection et de persécution. Et c'est l'image qui provoque la passion et exerce l'oppression, justement. C'est donc avec une identité floue que ces deux sœurs ont dû braver la vie, et c'est sans armes qu'elles ont dû affronter l'énigme du rapport à l'autre, l'énigme du sexe, ce que Christine, avec la justesse de l'innocence, appellera, je l'ai déjà cité, le mystère de la vie. Le deuxième enseignement que nous apporte ce cas, et qui témoigne in vivo de ce que la clinique des psychoses observe fréquemment, c'est l'importance que joue dans l'économie psychique d'un psychotique la présence d'un petit hôte, proche et semblable, qui, véritable bouchon narcissique, pâlit et masque le trou de la forclusion. Sa disparition, de ce petit hôte, laisse béant le vide, un vide d'où va émerger l'image épurée de l'autre jouisseur, auquel le sujet va offrir son corps comme déchet, objet petit a à éliminer. Enfin, troisième, puis je vais arrêter, mais ce cas nous amène à nous interroger sur ce qui a été avancé par la plupart des commentateurs comme une folie à deux. On verra que la folie à deux n'est pas là où on l'a cru la voir. Les délires sont parmi les formes les plus anciennement reconnues des psychoses, dont l'analyse phénoménologique a été faite au milieu du XIXe siècle par Lasègue. Alors je ne vais pas reprendre toute la démonstration de Lasègue, mais on sait qu'ils se produisent électivement entre proches parents, frères et sœurs, mère et fille, deux sœurs, mais également entre mari et femme. Pour que le délire devienne commun, il faut que les deux individus vivent durant une longue période les mêmes appréhensions, les mêmes espoirs, sourds aux influences extérieures. C'est donc dans la durée, simultanément dans les deux esprits, que s'opère ce travail, au point d'en faire des esprits siamois. Lasègue ajoute aussi, et ça me paraît très juste, que l'instauration de cette pathologie tient à la vraisemblance du délire. Un fou furieux ne pénétrera pas, ne s'implantera pas dans la raison de l'autre, réceptif et disposé à la docilité. Il faut que le délire du premier, de celui qui est actif, soit vraisemblable pour qu'il puisse pénétrer. Alors, il suffit de séparer les deux protagonistes pour que ce dernier, c'est-à-dire le plus faible, sevré du flux délirant de son partenaire, se reprenne. Tel est en effet le cas de Léa. Il y a en effet ce long temps de vie commune chez les Lancelins, en vase clos. Il y a surtout la même constellation familiale, car la carence paternelle les fait exclusivement filles de Clémence, leur mère. Et nous savons qu'en l'absence de l'inscription du nom du père, l'espace maternel est éminemment persécuteur. Danger et tension redoublés pour elle par les paroles délirantes de Clémence, qui donnent corps, paroles délirantes de Clémence, qui donnent corps à cette menace et fonctionnent comme caisse de résonance à la tension qui les habite. Si bien que la question qui se pose, et que nous nous sommes posés, en tout cas, c'est que justement, si le délire à deux, il n'est pas celui de Christine et de Léa, mais qu'il serait le vrai délire à deux, le délire qui joint, le délire qui lie Clémence, sa mère, à Christine, sa deuxième fille, dans un délire de persécution, dont Christine tentera toute sa vie d'essayer de se dégager. Par conséquent, Clémence vivant un vrai délire de persécution, et le délire de Christine est un délire de revendication pour se délivrer de la mainmise de ce persécuteur. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, là, une observation intéressante à faire, c'est que justement chez Christine, le délire est là, mais il est non formulé. Le délire mystique, nous avons vu
c'est un délire mystique si on veut bien, mais c'est pas un vrai délire formulé. Par conséquent, chez Christine, le délire est là, mais non formulé. Et par conséquent, et on voit bien que de toute façon, le passage à l'acte, ne sera pas résolutif pour Christine, puisque c'est lui qui, au contraire, va la précipiter, loin de dégager Christine du persécuteur, de la persécution commune. Il va l'y plonger davantage jusqu'au mutisme et jusqu'à la cachexie bézanique. Par conséquent, voilà, je pense que ce qu'on peut conclure, c'est que la folie à deux n'est pas telle que les experts et les commentateurs de l'époque l'ont décrite et vue, mais que la vraie folie à deux est la folie qui lie Christine à sa mère, Clémence. Alors, encore juste un tout petit mot. Je crois que c'est Alexander qui dit qu'on peut diagnostiquer sûrement, grâce, si j'ai bien compris, on peut faire un diagnostic grâce à la guérison ou à pas la guérison. Hein. Et par conséquent, je me garderais bien de faire un diagnostic, moi, concernant Christine, paranoïa, mais de quoi est-elle morte? Ça, c'est autre chose. Enfin, des tas de suppositions ont été faites que je ne vais pas reprendre, c'est pas mon boulot, je dirais des bêtises, je ne suis pas psychiatre. Hein. Certainement, puisque Lacan, si j'ai bien compris, l'a prise à son service plus tard, ou au service de son père, hein, ou au service de son père. Enfin, elle a été domestique, mais après son coup d'éclat sur Huguette du Flot, elle a été domestique dans les entours de Lacan, hein, chez le père de Lacan. Mais chez elle, il y a eu le transfert vers Lacan, sans doute, ben bien sûr, mais il y a eu le fait que on était face au complexe fraternel. Là, on n'est pas face au complexe fraternel, ou en tout cas, on n'est pas. C'est pas ça l'essentiel du ressort. Avec Aimé, on est face au complexe fraternel, à cette sœur persécutrice, parce qu'admirée, parce qu'aimée, et le passage à l'acte sera résolutif chez Aimé. Elle écrira toujours des poèmes. Je crois qu'elle enverra aux uns et aux autres. Et aux gens prestigieux, mais elle n'aura plus d'actes agressifs. Hein. Voilà. Absolument. Bien sûr. Il est résolutif. Hein, voilà. Et je pense que dans la vie d'Aimé, puisque tout de même on a quand même 11 yeux qui a parlé de sa mère quelquefois. Dans le délire, dans la guérison d'Aimé et dans la résolution du passage à l'acte, rien ne laisse penser dans sa vie plus tard, dans sa vie future, qu'elle ait eu quelques anomalies, enfin quelques difficultés, hein, ou qu'elle ait posé quelques difficultés. Je ne l'ai pas lu en tout cas. On sait par contre que Lacan, ça fait trembler, que Lacan qui avait 11 yeux sur son divan, n'a pensé à Aimé qu'au bout d'un temps, alors qu'un jour lui parlait de sa mère quand même. Hein. Quand on sait à quel point l'inconscient est à vif dans une cure analytique, que ça ne l'est pas traversé, ça paraît fou. Excusez-moi de dire ça, mais enfin, je sais pas, on sait à quel point l'inconscient est à vif et la mémoire est un éveil, mais d'une façon très particulière quand on mène les cures. Hein. Et on sait que les recoupements, on les fait très rapidement. Alors ça paraît invraisemblable que Lacan ait mis tant de temps pour faire le lien entre Anzieux et sa mère aimée. Vous voulez dire que l'histoire Anzieux, Lacan, Aimé, c'est presque aussi horrible que les sœurs Papin? Non, pas du tout.
Pas du tout, mais en fait, ça laisse à penser quand même. Hein. Oui, bon. Tenez, je vais tenir patient à ça. Alors, pas trop de choses, mais bon, d'abord, c'est un peu vertigineux, cinématographique. Ah, c'est cinématographique, et la preuve. C'est- Et la preuve, c'est que beaucoup s'en sont emparés. Hein. Oui, c'est tout à fait standard. D'ailleurs, finalement, le seul dans le circuit qui a pu faire acte de diagnostic et de bon sens, c'était le commissaire. C'est le commissaire, absolument. Hein. C'est le commissaire et puis le professeur Logre, je crois. Le professeur Logre aussi, que Lacan Logre. cite, Y a-t-il- Logre, que Lacan cite dans son texte d'ailleurs. Pardon. L'ogre. Écoutez, je ne suis pas sûre. Hein. Il me semble que c'est Logre. Ça se tient, rassurez-vous. Ça se tient, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était encore plus démunis qu'à l'heure actuelle pour se diriger un petit peu et apporter quelque chose. Là, quand vous dites ils n'ont pas rencontré Lacan, ça veut dire quoi? Il n'a pas rencontré Dieu ou il n'a pas rencontré quelqu'un capable d'apporter quelque chose d'une limite et de quelque chose du nom du Père. Alors, cette histoire de passage à l'acte résolutif... Il n'est pas résolutif, là. Hein. Oui, mais enfin, Il ne résout que l'enfermement narcissique et mortel des deux sœurs. Il n'est pas résolutif. On a même évoqué une relation sexuelle réelle, ce que je ne crois pas, ce que d'ailleurs ce fameux professeur Logre ne croit pas, ce que Lacan ne croit pas non plus. Il me semble qu'elles ne sont pas, ces deux filles-là, parvenues. Non, non, non. Léa, on sait qu'elle est revenue vivre avec sa mère et qu'elle a travaillé elle s'est placée dans des maisons bourgeoises sous le nom de Marie, d'ailleurs qui était le nom de religieuse que l'une des deux voulait prendre lorsqu'elles étaient tentées par la vie religieuse. C'est vrai que Geneviève me permet vraiment de rentrer dans cette constellation terrible. Moi, je dirais 4-5 petits points. D'abord, quand même, là, il y a une prise en masse dans la psychose, quand même, dont il faut se rendre compte, qui effectivement traverse les générations et qui est vraiment quelque chose d'extrême. C'est ça. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas eu accès à des éléments d'histoire et de généalogie concernant Clémence. On n'a pas eu. Alors là-dedans, c'est dommage. Dans ce contexte, enfin bon, ça semble quand même bien avéré, pour étayer un peu plus, mais bon, alors une emprise comme ça par l'autre, par le grand autre, de le grand autre, et différentes tentatives d'y échapper et d'endosser sa stature. Sa statue. Mais en même temps, donc, une extrême difficulté à conserver à la fois ce cercle fermé et en même temps essayer de l'entailler, hein, c'est le cas de le dire. Cette tension qui monte chez les filles, là, et spécialement possible, montre quand même c'est très significatif que la complétude en question se retrouve en danger d'être entaillée. Et on ne sait pas pourquoi dans cette famille, peut-être parce que justement Madame Ancelin a pris le parti de faire une coupure avec leur mère, avec cette histoire d'argent, par exemple. Peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, donc un délire en bloc, mais c'est même pas à 2, c'est à 3, à 4, on ne sait plus combien, jusqu'où ça va, et jusqu'où ça pénètre. Alors moi, je dirais que ces histoires d'entaille, de coupure, d'arracher les yeux, etc., des jambes coupées, de la tête tranchée, tout ça, ce sont des tentatives plus ou moins
fantasmé de castration. Oui, c'est sûr. Et même quand on coupe dans les cuisses, on essaie de voir la vie. C'est ça, on essaie de voir ce que ça donne une fois entamé le grand autre par les différents. Le mystère de la vie, elle le dit très bien. Et spécialement les yeux qui sont là, je ne sais pas ce qui est dans l'histoire de ces yeux, dans cette histoire-là, mais quelque chose où les yeux voient tout et commandent tout, dirigent tout pour justement les enlever. Alors, je vais juste finir sur cette histoire de passage à l'acte résolutif que Lacan, d'ailleurs, met en avant pour dit que aimer est guéri par son passage à l'acte résolutif. Alors, je ne crois pas qu'un passage à l'acte, quel qu'il soit résolutif de la psychose. D'abord. Ensuite, à ce moment-là, ce n'est pas le bon terme, passage à l'acte. Ce n'est pas un passage à l'acte, c'est une tentative d'acte authentique. Pas un passage à l'acte qui ferait pour dénier la castration, mais pour l'installer. Essayer d'installer dans le corps et dans quelque chose dans l'espace, d'installer une castration dans la réalité pour permettre, pour essayer qu'une castration pseudo-symbolique soit mise en place. La psychose, je ne sais pas par quel acte comme ça, à ce moment-là, pourrait trouver sa finitude, parce qu'une fois que c'est quand même mis en place, ou justement pas mis en place, pour l'instant, on n'a rien trouvé d'autre que le symptôme. Hein. Symptôme social, créatif, personnel, etc. Alors, moi, je suis très réticent à cette histoire de passage à l'acte résolutif. Bon. Et quant à la cachexie, généralement, ça évoque quand même une position mélancolique. Là où il n'y a absolument plus d'issue, aucune capacité de mobilité de quelque ordre que ce soit, physique, psychique. Oui, on disait qu'elle n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire qu'elle ne participait à aucune conversation. Enfin, non, elle était complètement mutique. Ce qui dans un certain nombre d'histoires psychotiques, schizophréniques, et spécialement paranoïaques, aboutit à des états cachexiques, mais plus souvent à des états de suicide. Mais alors on ne sait plus lequel l'emporte là-dedans, mais d'abandon complet et quelquefois aider à abandonner en se suicidant. On peut se poser la question si ce n'est pas un suicide. Genre de suicide. On peut se poser la question. Hein. On peut se poser la question. Puisque alors la phrase traiter le symbolique, le réel par le symbolique, je crois que Lacan l'a dit, hein, c'est un mot d'ordre général, c'est assez complexe, effectivement, mais alors de quelle façon, de quel réel, quel symbolique, de quelle façon traiter. Enfin bon, disons que c'est un mot d'ordre, c'est une direction qui est proposée. vous ne croyez pas quand même que le délire qui n'est pas élaboré et qui n'est pas parlé, qui n'est pas formulé, vous ne croyez pas que c'est justement, on peut pas, est-ce qu'on peut appeler ça un délire? C'est un délire contenu, mais qui peut pas faire guérison guérison entre guillemets, hein, guérison comme le fait pondération, comme chez Schreiber par exemple, ou en tout cas gagner du temps sur l'effondrement, quoi, hein, ou sur le passage à l'acte. Bien sûr. Alors effectivement, c'est résolutif comme une réaction. Alors, oui, mais ça n'a que cette dimension-là. Et sur les modes politiques, sur les modes politiques, c'est ce qu'on voit à travers le monde tout le temps. C'est des faits similaires. Mais bon, ça dure. C'est pas de la guérison, quoi. Mais elle dit, il me semble hein, que tu dis, elle dit, mon crime est si grand pour dire ce qui est. Hein? Donc c'est pas résolutif, mais elle dit, voilà, oui, parce que mais c'est cette phrase moi qui m'a frappée.
mon crime est si grand pour dire ce qui est, c'est-à-dire qu'elle pose en effet un acte, mais le ce qui est ne donne pas aucune formule. On est devant le réel pur. Le réel pur, voilà. Et là, il n'y a rien à faire, quoi, parce qu'elle s'arrête là, voilà. Donc, en effet. Non, c'est résolutif en cela que ça. La seule chose qui soit résolue par le passage à l'acte, c'est la coupure entre les deux sœurs. Ça oui, cet enfermement mortel dans lequel, et narcissique dans lequel elles sont enfermées, c'est résolu. Je ne sais pas bien parce que j'ai pas trop exploré ça étant donné que je concentrais mon attention sur Christine. Ce que je sais, c'est c'est elle qui a récupéré les fameux trousseaux superbes, il paraît, avec en batiste, enfin en toile très fine, avec des broderies, des trousseaux extrêmement luxueux qu'elles avaient fabriqués elles-mêmes. Elle a gardé ça de Christine, et elle a gardé aussi, semble-t-il, elle a gardé toujours auprès d'elle une photo de Christine. Et elle s'est quand même libérée de cette oppression. Elle serait passée sous une autre loi que la loi maternelle, mais ça, personne ne peut rien dire. Hein. Je ne sais pas. Elle a essayé, en s'adressant, d'abord en essayant de prendre le voile, je pense que c'était déjà ça, être sous une autre loi que celle de la mère, et puis en allant chez une mère, c'est évident qu'elle fait appel à la loi, là, elle fait appel à une autre loi que la loi maternelle. Ça c'est sûr. Ouais, elles sont immortelles. Oui, mais voilà, ça ne cesse de s'écrire, hein, vraiment. Et quand on voit les... Alors, ce que je compte faire, et quand ce sera publié à l'APM, je compte faire suivre le petit texte que j'ai fait de toutes les créations dont elles ont été à l'origine desquelles elles ont été plus exactement. Voilà. Parce qu'il y en a des quantités, autant côté théâtral que côté cinéma, que côté iconographie, que côté littérature. Que côté politique. Et politique, mais Simone de Beauvoir, c'est politique, hein, complètement. C'est la lutte des classes, enfin, c'est tout ce qu'on voudra. Oui. Je crois que même Sartre a écrit... oui, l'oppression. Dans le mur. Oui, sur l'oppression. Finalement, elles ont fait un énorme lien social, Oui. sauf qu'elles n'en ont pas profité du tout. Comme vous dites. C'est les autres qui en ont profité. Oui, absolument. Non, et la France était partagée en deux à cette époque, les pour, les contre, enfin c'était terrible. Hein. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant les journaux de l'époque, vous savez que le nazisme montait, et que ça faisait un drôle d'effet de voir ça. C'est des journaux que je ne lisais pas, moi. À cet âge-là, je ne lisais pas. C'était drôle de voir ça. Tous ces journaux qu'on a eu entre les mains, comme ça, on voyait en même temps, par poussée, comme ça, des petits éléments qui concrétisaient, c'est l'œuf de serpent, quoi. L'œuf de serpent, vous voyez, le nazisme qui se constitue. Bon, alors, je pense que j'ai 3 annonces à vous faire. D'abord, l'année prochaine, le cycle sur le Forclusif reprend, sur le même thème, hein, voilà, on fait ça pendant 2 ans, cette année et l'année prochaine, ça reprend. Ensuite, ça reprend avec Laurent Assoul, Paul Laurent Assoul, qui vient nous parler au mois d'octobre. C'est la première conférence de l'année 2015-2016. Et par ailleurs, je crois que l'autre chose, c'est qu'il y a le 25 juin, ici, une soirée exceptionnelle sur les folies de femmes. Hein, c'est bien ça, c'est les folies de femmes. Les folies de la Salpêtrière. Et les folies de la Salpêtrière, voilà. Les folies de la Salpêtrière, avec... ce ne sont pas les mêmes folies, mais enfin, les folies de la Salpêtrière, avec Elisabeth Rodinesco et Houchang, et puis les auteurs qui ont contribué au livre qui rend compte du colloque de Charcot. Voilà, du colloque Charcot. Voilà. J'ai rien oublié? Non, et puis de vous souhaiter de bonnes vacances quand même, si. Puisque c'est la dernière.